Cette semaine, dans Afrique, nous nous rendons au Nigeria, où le business de la GPA, gestation pour autrui, est en plein essor dans ce pays très religieux. Nous nous intéressons ensuite au patrimoine architectural éthiopien, notamment à Addis Abeba, où l'héritage ancien disparaît au profit de bâtiments à l'architecture plus moderne. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Au moins 52 personnes sont mortes après le naufrage mardi de 2 bateaux transportant des migrants de Djibouti vers le Yémen. Un drame qui a eu lieu environ 30 minutes après que ces embarcations surchargées aient quitté la localité de Godoria. Le bilan pourrait s'alourdir. On était 85. Quelques minutes après le départ, le pilote a sauté dans l'eau après une panne de moteur et le bateau a chaviré. Djibouti est devenu ces dernières années un point de transit pour les migrants qui se rendent dans la péninsule arabique pour y chercher du travail. Une migration qui continue bien que le Yémen soit confronté à l'une des pires crises humanitaires au monde. Des dizaines de fosses communes comme celle-ci viennent d'être mises à jour dans l'ouest du pays par une mission d'enquête conjointe de l'ONU et des autorités congolaises. Elles seraient liées à des tueries à caractère communautaire qui se sont déroulées mi-décembre. Donc, il y a à peu près plus d'une cinquantaine de fosses ou de tombes communes en général que nous avons, de tombes communes et de tombes individuelles que nous avons identifiées. Donc, ce qui laisse penser que le nombre est assez élevé. Si l'immense majorité des 18 000 habitants de la ville de Yumbi a fui vers le Congo-Brazzaville, de l'autre côté du fleuve, Julia, elle, est restée. Tout d'un coup, ils ont commencé à nous tuer. Ils m'ont entaillé la jambe avec la machette. Ils m'ont tiré une lance à la poitrine et à côté de l'œil. Au moins 890 personnes ont été tuées selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme. Une enquête est en cours. Emmanuel Macron s'est rendu au Caire lundi pour rencontrer son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Une réunion d'abord prévue à la signature de plusieurs contrats à hauteur de centaines de millions d'euros, dans laquelle s'est invitée la situation des droits humains. Le président français a en effet reproché au chef de l'État égyptien les emprisonnements de journalistes et de blogueurs qui n'allaient pas dans la bonne direction et pouvaient abîmer l'image de l'Égypte. Selon les ONG locales, 60 000 opposants et critiques du régime sont détenus dans les prisons égyptiennes. Le principal parti islamiste algérien, le Mouvement de la Société pour la Paix, SMP, participera à l'élection présidentielle du 18 avril prochain. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son secrétaire général, Abderrazak Makri. Le président du mouvement, Abderrazak Makri, va être le candidat du consensus national, le candidat qui tiendra parole, le candidat qui cherchera des solutions pour les Algériens, le candidat qui aura l'objectif de réunir les Algériens socialement et économiquement pour protéger notre pays des grands dangers qui le menacent. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, en fauteuil roulant et rarement vu en public depuis un accident vasculaire cérébral en 2013, doit achever un 4e mandat à la fin avril. Malgré son âge avancé et son mauvais état de santé, certains de ses supporters l'auraient appelé à se présenter pour un 5e mandat. Avec sa voile triangulaire caractéristique, ce bateau a presque tout du boutre traditionnel. À un détail près, il a été construit avec des déchets plastiques ramassés notamment sur les plages kenyanes. Une initiative visant à sensibiliser aux effets néfastes de ces détritus sur l'environnement. Nous avions ce rêve de faire un boutre en plastique recyclé, car aujourd'hui, le monde pleure tellement sur le plastique et nous sentons que c'est notre responsabilité de créer cette solution. Nommée Flip Floppy, cette embarcation a entamé un périple de 500 km jeudi à Lamu, au nord de la côte kenyane. Il doit atteindre sa destination finale à l'île de Zanzibar le 6 février prochain. Tous les matins, Toyin prépare ses enfants pour l'école. Des enfants comme les autres, sauf qu'ils sont nés à l'aide d'une mère porteuse en Inde. Toyin a eu recours à la gestation pour autrui après avoir lutté 12 ans contre des tumeurs utérines. Aujourd'hui, elle a ouvert une agence pour aider les couples ayant des problèmes de conception au Nigeria.
La gestation pour autrui existe au Nigeria et lorsque vous le faites légalement, vous signez les papiers nécessaires, vous faites appel à un avocat et vous avez une agence comme la nôtre qui vous guide pendant le processus. Vous êtes en sécurité. Et quand la mère porteuse accouche, l'hôpital vous confie le bébé directement. Au Nigeria, aucune loi n'encadre la GPA. Elle n'est ni autorisée ni interdite. Ada a reçu 5 000 € avec un logement pendant la grossesse pour être une mère porteuse. Son mari a accepté car ils étaient sur le point d'être expulsés. J'ai presque donné ma vie pour que nous déménagions. À ce moment, les tribunaux venaient pour expulser les familles des maisons et jeter nos affaires dans la rue. Ça m'était impossible à imaginer. Pays profondément spirituel, la gestation pour autrui est mal vue au Nigeria par les chrétiens évangélistes et les imams. Quant à l'infertilité chez la femme, elle est perçue comme une punition divine. Même si le business de la fertilité est en plein essor, il reste bien souvent tabou. Les chiffres ont vraiment augmenté ces 2 dernières années. Nous n'avons pas seulement des personnes qui résident au Nigeria, mais beaucoup aussi d'Europe, des Nigérians vivant en Europe ou aux États-Unis. La gestation pour autrui n'est cependant pas accessible financièrement à toutes les familles. Certaines se tournent vers l'adoption ou les usines à bébés, des maternités illégales où les femmes accouchent sous X d'enfants non désirés. Beranou est propriétaire de cette maison qui a été construite il y a plus d'1 siècle. La demeure est dans sa famille depuis 7 générations. Un héritage précieux, d'autant plus que c'est l'une des rares maisons toujours debout datant de l'Empire éthiopien. De nos jours, la plupart des constructions que vous voyez correspondent plus à de l'architecture européenne. La ville ne devrait pas négliger son histoire. La capitale éthiopienne a été fondée au XIXe siècle par l'empereur Ménélik II. À l'époque, des maisons comme celle de Beranou sont construites pour des notables proches de l'empereur. Mais aujourd'hui, avec le boom économique, l'Éthiopie construit majoritairement des gratte-ciel, souvent au détriment des anciennes bâtisses. Tadej va devoir quitter sa maison qui sera remplacée par un immeuble moderne. Nous attendons que le gouvernement fasse une estimation de la maison et nous donne une compensation. J'aurais préféré rester ici. C'est la maison de mon père. Seule une poignée de bâtiments historiques ont été restaurés avec l'aide du gouvernement. Des restaurations jugées trop coûteuses. Conséquence, beaucoup préfèrent détruire pour reconstruire. Des efforts isolés sont réalisés pour protéger et sauver ces bâtiments historiques, mais cela reste très limité. La protection des bâtiments historiques n'est pas une évidence. Au total, le gouvernement éthiopien a recensé 440 lieux reconnus comme patrimoine historique. Problème, la plupart d'entre eux sont dans un état de délabrement avancé, faute d'entretien régulier. Les musiciens du Zimbabwe se sont réunis dans la capitale samedi dernier pour rendre hommage à la star afro-jazz Oliver Tukum Tukudzi, décédé le 23 janvier à l'âge de 66 ans. Aux funérailles d'Oliver, j'ai vu des dirigeants de différents partis politiques rendre leurs derniers hommages ainsi que des dirigeants d'église. Cela montre qu'Oliver était un unificateur. Guitariste et autodidacte, l'artiste a également été fait héros national par le président Emmerson Mnangagwa. C'est la deuxième personnalité non politique à obtenir ce statut. La Côte d'Ivoire organisera la CAN 2023 et non en 2021 comme prévu à l'origine. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, mardi à Abidjan. L'organisation de l'édition 2019 a été retirée au Cameroun au bénéfice de l'Égypte en raison du retard pris dans les travaux. C'est dans un grand jeu de chaises musicales que la CAF a confié l'édition 2021 au Cameroun, celle de 2023 à la Côte d'Ivoire et celle de 2025 à la Guinée. C'est tout pour cette édition d'Afrique, rendez-vous la semaine prochaine.